Mon grand-père m'a demandé, surpris. Mon fils, pourquoi tu viens en bus? Qu'est-ce qui est arrivé à la voiture de sport que je t'ai offerte? Mon père, nerveux, a dit. Il ne la méritait pas. On l'a donnée à son frère. Mon grand-père a jeté son chapeau par terre et le chaos a commencé. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse, où que tu sois. J'aimerais beaucoup que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est chez toi maintenant. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Il est 23h30 à Iztapalapa et si tu connais la ville de Mexico, tu sais qu'à cette heure-là, dans cette zone, les ombres ont des dents. La pluie ne tombe pas du ciel comme d'habitude. On dirait que quelqu'un là-haut est en train de jeter des seaux d'eau glacée avec de la haine. Je suis debout à l'angle de la Calzada Ermita, je tremble comme une feuille. Et ce n'est pas seulement à cause du froid qui entre jusqu'aux os à travers mon uniforme chirurgical trempé. C'est la peur. Cette peur épaisse et collante qui se colle à ta nuque quand tu es une femme, que tu es seule et que tu attends un transport qui semble ne jamais vouloir arriver. Je regarde mes chaussures de clinique. Elles étaient blanches ce matin, de ce blanc impeccable qu'on exige à l'hôpital. Maintenant, elles sont d'un gris triste, taché de boue noire et d'eau de flaque. Si je regarde bien, il y a encore une petite goutte de sang séché sur la pointe gauche. Le sang d'un patient qui est arrivé criblé de balles pendant ma garde et qu'on n'a pas pu sauver. Je n'ai pas dormi depuis 36 heures. Mes yeux pèsent comme si j'avais des pierres sur les paupières et mon corps crie pour un lit, pour un bain chaud, pour un peu de paix. Mais la paix est un luxe que je ne peux pas me permettre. S'il te plaît, qu'il arrive déjà, murmurai-je, en serrant mon sac contre ma poitrine. Dedans, ma main droite ne lâche pas le petit spray au poivre que j'ai acheté au marché la semaine dernière. C'est ridicule, je le sais. Contre un pistolet ou un couteau, ce n'est rien, mais c'est tout ce que j'ai. Au loin, à travers le rideau de pluie, je vois deux phares jaunâtres et de travers. Le son du moteur est inconfondable, un rugissement asthmatique et métallique. C'est le P0, ce microbus déglingué qui sent le danger. Quand il freine devant moi, le grincement des freins sonne comme un gémissement. Je monte vite, sans regarder personne dans les yeux, comme on me l'a appris. Ne fais pas de contact visuel, Mireia. Rends-toi invisible. L'odeur me frappe dès que je mets un pied à l'intérieur, un mélange dense d'humidité, de vêtements mouillés, de sueur rance de 50 personnes et d'essence pas chère. Je marche jusqu'au fond en esquivant les sacs à dos et les regards fatigués et je m'assois sur la dernière place, collé à la fenêtre. Le siège est cassé et la mousse me rentre dans la cuisse, mais je m'en fiche, je veux juste rentrer. Je sors mon téléphone avec précaution, en le protégeant avec mon corps. J'ai 3 appels manqués de ma mère. Georgina, soupirai-je, et mon souffle embue la vitre sale. Elle doit sûrement être inquiète. Sûrement elle a vu les nouvelles sur la tempête et elle veut savoir si je vais bien. Je compose son numéro. Allô, répond-elle à la 2e sonnerie. En fond, on entend de la musique pop à fond et des rires. Beaucoup de rires. Maman, je suis déjà dans le bus. Il a mis des années à passer. La pluie est horrible. Le pont inférieur est inondé. Ah, Mirella, que c'est bien que tu appelles, me coupe-t-elle. Et sa voix n'a pas une seule goutte de souci, seulement de l'impatience. Écoute, c'est bien que tu ne sois pas encore arrivé. J'ai besoin que tu passes à l'Oxo avant de venir. À l'Oxo, maman? Il est presque minuit. Je suis trempé. C'est que ta sœur avait envie d'un thé chez glacé, mais attention, hein, celui qui vient en bouteille en verre, l'organique, et des chips, mais les violettes, celles qui n'ont pas de gluten. Maman? Je sens une boule dans ma gorge. Je viens d'une garde de 36 heures. Un patient est mort dans mes mains aujourd'hui. Je m'endors debout. En plus, c'est super dangereux de descendre maintenant. La rue est toute noire. Oh là là, qu'est-ce que tu exagères, vraiment, souffle-t-elle, et je peux l'imaginer en train de lever les yeux au ciel. Toujours en train de te faire la victime, toujours avec ton drame de « je suis docteur, je souffre beaucoup ». C'est juste un petit service pour ta sœur. Pauvre Priscilla, elle a été stressée toute la journée pour planifier son contenu pour Instagram. Elle est épuisée mentalement. Mais bon, si tu es tellement égoïste et que tu ne veux pas aider la famille, alors ne ramène rien. On verra bien ce qu'elle va manger, et elle raccroche. Je regarde l'écran noir de mon téléphone et je sens les larmes chaudes se mélanger aux gouttes froides qui entrent par le joint de la fenêtre.
Stressé pour planifier du contenu. Ma sœur Priscilla, 23 ans, la petite fille en or de la maison. Sa grande contribution à l'humanité est de se prendre en photo devant le miroir, de faire des danses de 15 secondes sur TikTok et de faire semblant d'avoir une vie de luxe que nous ne payons pas nous, mais mon grand-père. Moi, Mirella, 26 ans, interne de 3e année aux urgences, en train de sauver des vies, recoudre des plaies de machette, faire des massages cardiaques jusqu'à ce que mes bras soient paralysés. C'est moi l'égoïste. C'est moi la mauvaise fille. Le P0 freine brusquement pour éviter un nid de poule et ma tête cogne contre la vitre. Je ferme les yeux et, au milieu de cette odeur d'humanité et de désespoir, je pense à mon grand-père, Don Tiburcio. Il vit à Jalisco, sur son ranch d'agave. C'est un homme de la campagne, à l'ancienne, avec de grandes mains rugueuses comme l'écorce d'un vieil arbre, pleines de callosité à force de travailler la terre depuis ses 12 ans. C'est le seul de cette famille qui m'appelle « docteur » avec fierté, et pas avec ce ton sarcastique que ma mère utilise. Mon portable vibre encore dans ma main. Mon cœur fait un bond. Ce sera maman pour s'excuser. Non, ça n'arrive jamais. Je regarde l'écran. Un grand-père Tiburcio. Je réponds vite en essayant de clarifier ma voix pour qu'on ne sente pas que je pleure. Allô, dis-je en essayant de parler fermement. Ma fille, sa voix est grave, profonde, rauque. C'est une voix qui donne de la sécurité. Où es-tu? On entend beaucoup de bruit, comme si tu étais dans un mixeur. Je suis dans le bus, à Buello. J'arrive presque à la maison. Ne t'inquiète pas. À ce moment-là, son ton change. Il devient dur, autoritaire. Dans le bus, Mireia? J'ai vu les infos sur la chaîne locale. Il y a eu des braquages sur cette ligne hier. Ils ont fait descendre les gens avec des pistolets. Il pleut des cordes. Pourquoi tu ne prends pas un Uber? Pourquoi tu ne prends pas un taxi sur? Je n'ai pas assez d'argent, à Buello. Tu sais comment c'est. La bourse d'interne, c'est une misère. Ce mois-ci, j'ai aidé papa pour la facture d'électricité qui est arrivée super élevée. Il y a eu un long silence de l'autre côté de la ligne. J'entendais seulement sa respiration lourde et le son lointain d'un grillon au ranch. Ça se termine aujourd'hui, Mireia, a-t-il dit tout d'un coup avec cette autorité de patron qui fait trembler les ouvriers quand il est en colère. Ces mains à toi, ces mains que Dieu t'a données pour soigner les gens, ne peuvent pas rester accrochées à un tube plein de microbes ni se défendre de voleurs au milieu de la nuit. Je n'ai pas travaillé 50 ans sous le soleil pour que ma petite fille préférée risque sa vie pour rentrer chez elle. À Buello, ce n'est rien, je suis déjà habitué. J'ai dit que ça se termine, a-t-il crié, mais pas avec de la colère contre moi, plutôt contre la situation. Demain, je vais te faire un virement. Tu vas aller à la concession. Tu vas t'acheter un camion. Et pas n'importe quoi. Je veux un bon camion, sûr, un Ford Bronco, de ceux qui supportent les nids de poules et les inondations. Je veux que tu arrives en vie chez toi. Tu m'as bien entendu? Parce que si jamais il t'arrive quelque chose, moi je meurs, Mireia. Je meurs. 2 jours plus tard, ma vie a changé. Ou du moins, c'est ce que je croyais. J'étais assise sur le siège conducteur d'un Ford Bronco Sport gris carbone, dans la concession automobile. L'odeur du neuf a rempli mes poumons et je te jure que c'était comme respirer de l'oxygène pur après des années à respirer du smog. C'était un mélange enivrant de cuir synthétique, de plastique neuf et de colle industrielle qui, pour moi, sentait la victoire. Ça sentait la dignité. Le camion était magnifique, robuste, avec des pneus épais qui semblaient capables d'écraser n'importe quel problème, n'importe quel nid de poule de la ville, n'importe quelle peur. Il avait un grand écran tactile, des sièges chauffants et un système de sécurité qui me faisait me sentir à l'intérieur d'un char de guerre. Félicitations, docteur, m'a dit le vendeur, un jeune homme avec une cravate rouge, en me donnant les clés. Elles étaient lourdes, solides. C'est une machine. Avec ça, ni la pluie ni les délinquants ne vont t'arrêter. Ton grand-père a fait un excellent choix. Merci, ai-je murmuré, et j'ai senti mes yeux se remplir de larmes. J'ai pleuré. J'ai pleuré la même, sur le parking de la concession, avec le moteur allumé qui ronronnait doucement. J'ai caressé le volant en cuir comme si c'était la main calleuse de mon grand-père. Je ne pleurais pas pour le luxe. Je n'ai jamais été une fille de luxe. Je pleurais parce que, pour la première fois de ma vie d'adulte, quelqu'un prenait soin de moi. Moi qui passe ma vie à prendre soin des autres,
à nettoyer des plaies, à consoler des familles, à supporter les cris de patients bourrés, pour une fois quelqu'un s'occupait de moi. J'ai mis ma playlist préférée, j'ai allumé la clim pour sécher mes larmes et j'ai conduit vers la maison. Je me sentais invincible. Je me sentais vu. Pour la première fois, je n'étais l'ombre de personne. Je n'étais pas la sœur de la belle ni la fille qui étudie beaucoup mais qui n'a pas de vie. J'étais Mirella, la propriétaire de son propre chemin, conduisant son propre camion. Les embouteillages de la ville ne m'ont pas dérangé. La pluie qui a recommencé à tomber ne me faisait plus peur. Maintenant, ce n'était qu'un spectacle que je voyais à travers mes essuie-glaces automatiques. Quand je suis arrivé à la maison de mes parents, dans un quartier de classe moyenne que ma mère insiste pour appeler « résidentiel », j'ai klaxonné, un petit coup, joyeux. Je voulais partager mon bonheur. Je voulais bêtement que mes parents voient que leur fille, là, médecin des pauvres, avait réussi quelque chose de beau, que le grand-père valorisait mes efforts. La porte de la maison s'est ouverte. D'abord, ma mère, Georgina, est sortie en s'essuyant les mains avec un torchon de cuisine. Puis mon père, Ramiro, avec son journal sous le bras. Et enfin, Priscilla. Priscilla est sortie avec cette lenteur étudiée, comme s'il y avait toujours une caméra qui la filmait au ralenti. Elle portait un ensemble de sport rose pastel, de ceux qui laissent voir le ventre, et qui coûtaient plus que mon salaire mensuel entier. Elle a baissé ses lunettes de soleil sur le bout du nez et a ouvert la bouche en un « oh, parfait », presque comique. « Noun » a crié Priscilla, brisant sa pose de diva et courant vers le camion. Elle est incroyable. C'est le camion de l'année, girl. Ma mère est sortie derrière elle et j'ai vu comment ses yeux scannaient le véhicule, pas avec fierté, mais comme un radar qui détecte de l'or. Elle calculait le prix, la marque, l'impact visuel. « Mireia », a dit mon père, en s'approchant avec cette voix douce et nerveuse qu'il utilise toujours, comme s'il avait peur de casser l'air. « Ton grand-père t'a envoyé ça ? C'est sérieux ? » « Oui, papa », ai-je dit en descendant d'un bond, encore en uniforme, en me sentant la femme la plus chanceuse du monde. Il me l'a offert pour que je puisse aller à l'hôpital en sécurité. Il m'a tout transféré hier. Non, elle est magnifique. Elle est sûre. Elle a cet airbag. Mais personne ne m'écoutait parler de sécurité. Priscilla était déjà du côté conducteur, en ouvrant la porte que je venais de fermer. Allez, pousse-toi, elle m'a légèrement bousculé avec la hanche. Je veux voir comment je me vois dedans. Prends-moi en photo, maman, vite, il y a une bonne lumière. Ma mère a sorti son iPhone immédiatement, comme un soldat qui répond à un ordre. Priscilla a posé en faisant cette tête à la mode, en mettant une jambe sur le marchepied, puis en s'asseyant sur le siège du conducteur avec les jambes sur le tableau de bord. Je suis divine, a lancé Priscilla en se regardant dans le rétroviseur. Et, cette couleur grise va trop bien avec mon feed Instagram. Le vibe est très aventure chic, très femme puissante, tu trouves pas ? Elle te va parfaitement, ma chérie, a dit ma mère en souriant avec une adoration qu'elle n'avait jamais dirigée vers moi. On dirait qu'ils l'ont faite pour toi. Tu as la classe pour la conduire. J'ai senti un nœud dans l'estomac, une sensation froide et connue, comme quand tu avales un glaçon entier. Mon sourire s'est effacé. J'étais là, debout à côté de mon camion tout neuf, mais d'un coup, je me suis senti comme une étrangère, comme la chauffeuse. Bon, descends, prie, ai-je dit en essayant de parler calmement. Je dois la rentrer et prendre une douche. Je suis morte. Priscilla m'a regardé comme si je lui avais demandé de tuer un chiot. Le PFF, t'es vraiment rabat-joie. Je fais que la tester. T'as toujours un sale caractère, c'est pour ça que t'as pas de copain. Elle est sortie à contre-cœur, mais elle a laissé son odeur de parfum cher imprégné dans la cabine. Ce parfum sucré et écœurant qui maintenant se battait avec l'odeur du neuf de ma Ford Bronco. J'ai fermé le camion avec la télécommande et le bip-bip de l'alarme a sonné comme un avertissement que j'ai bêtement décidé d'ignorer. Ce soir-là, l'ambiance à la maison était étrange. Il y avait un silence lourd pendant le dîner, seulement coupé par le bruit des couverts et les soupirs dramatiques de ma mère. Priscilla n'a pas dîné. Elle était sur son téléphone, à taper furieusement, en montrant l'écran à ma mère de temps en temps et en murmurant des choses que je n'entendais pas. Quand j'ai fini de laver la vaisselle, mon père m'a appelé au salon. « Mirella, viens un moment, s'il te plaît. On doit parler. » Cette phrase « on doit parler » ne veut jamais dire quelque chose de bon. Dans ma famille, cette phrase est le début d'une condamnation.
Ils étaient tous les trois assis sur le canapé en simili-cuir, alignés comme un tribunal de la Sainte Inquisition. Ma mère, les bras croisés. Mon père, qui se frottait les mains nerveusement. Et Priscilla, en train de limer ses ongles, faisant semblant de ne pas s'intéresser à la scène. Je me suis assise sur la chaise en bois en face d'eux, en me sentant petite à nouveau. Ma fille, a commencé mon père en s'éclaircissant la gorge. Bon, on a parlé, ta mère et moi. Et bon, on est très inquiets. L'inquiet de quoi, ai-je demandé en sentant que mon pouce accélérait. Pour ton grand-père. Enfin non, pas pour ton grand-père. Pour le camion, a coupé ma mère, direct comme une balle. Le Mirella, sois réaliste. Regarde-toi. Tu travailles dans un hôpital public à Iztapalapa, dans une zone horrible. Tu rentres à l'aube. Si tu emmènes ce camion là-bas, ils vont te le dévaliser en 2 jours. Les envieux vont le rayer, ils vont casser les vitres ou, pire, ils vont te kidnapper. Tu attires trop l'attention. C'est dangereux pour toi d'avoir une voiture comme ça. Maman, l'hôpital a un parking surveillé pour les internes. Il y a des gardes, et justement à cause du quartier, j'ai besoin d'une voiture sûre, blindée contre les nids de poules et la pluie, qui ne tombe pas en panne. Mais réfléchis, ma fille, a dit mon père avec un ton conciliant, ce ton qu'il utilise pour se convaincre lui-même qu'il n'est pas injuste. Toi, tu vas travailler. Tu vas en pyjama bleu, personne ne te voit, tu entres par la porte de service, tu entres, tu sors, tu vas dormir. Tu n'as personne à impressionner. Par contre Priscilla. Il a regardé ma sœur. Elle a levé les yeux de ses ongles et m'a regardé avec ses grands yeux maquillés qui ont toujours obtenu ce qu'ils voulaient. Priscilla quoi, ai-je demandé en sentant que mon sang commençait à bouillir dans mes veines. Priscilla est à un moment crucial de sa carrière, a dit ma mère avec un sérieux solennel, comme si ma sœur était sur le point de découvrir le remède contre le cancer ou de signer la paix mondiale. Elle a des événements, des réunions avec des marques importantes, elle doit projeter une image de succès. Elle ne peut pas arriver en Uber, Mireia. Elle ne peut pas arriver en taxi. Elle a besoin de présence. Ce camion lui donne le statut dont elle a besoin pour réussir. Le monde est visuel, ma fille. Tu ne comprends pas ça parce que tu vis parmi les malades, mais l'image, c'est tout. Je me suis levé de la chaise d'un bond. Non. N'y pensez même pas. Le grand-père me l'a offert à moi, à mon nom. Il me l'a donné parce qu'il sait que je risque ma vie dans le transport public. Ne sois pas égoïste, a crié ma mère en frappant la table basse, faisant trembler les bibelots. Toujours à penser seulement à toi. Ta sœur a besoin d'aide. Toi, tu es forte, Mireia. Tu peux supporter le bus. Tu es habituée à la mauvaise vie, tu as de la street. Priscilla est délicate, c'est une fleur. Elle ne sait pas prendre le métro, elle se perd. Puis elle a baissé la voix, devenant manipulatrice, douce comme du poison. Pense-y comme un investissement. Si Priscilla trouve un bon copain avec de l'argent grâce au fait qu'elle se déplace dans ces cercles-là, elle va nous aider tous. Même toi, elle pourrait te payer une clinique. C'est pour le bien de la famille, a conclu mon père sans me regarder. Faites juste un échange. Toi, tu utilises la vieille voiture de ta mère, ce Tsuru qui est dans le garage, et laisse Priscilla utiliser la Bronco pendant qu'elle lance sa carrière. Dès qu'elle s'achète la sienne, elle te la rend. Ce n'est qu'un prêt. Le Tsuru n'a pas de frein, papa, ai-je crié avec la voix brisée par l'incrédulité. Tu l'as craché il y a 6 mois et tu ne l'as jamais réparé. Les portes ne ferment pas bien. Vous voulez que j'aille à Iztapalapa dans une voiture qui ne freine pas? Bon, on le fera réparer, a-t-il dit vite, en minimisant. Demain, je l'emmène chez le garagiste du coin. Ils lui mettent des plaquettes neuves et il sera comme neuf. S'il te plaît, ma fille, ne fais pas tout un drame. Ton grand-père est loin, il ne saura rien. Il veut seulement que la famille soit bien, qu'on soit tous en sécurité. Si jamais il apprend que tu es si égoïste avec ta sœur, il va être déçu de toi. Ils m'ont acculé. Ils m'ont fait me sentir petite, mesquine, mauvaise sœur. Ils m'ont attaqué de tous les côtés. Ma mère avec ses cris, mon père avec sa culpabilisation et Priscilla avec son silence de victime. Ils m'ont menacé subtilement en disant que si je ne collaborais pas avec le bien de la famille, peut-être qu'il n'y aurait plus de place pour moi dans la maison. Et moi, avec mon salaire d'interne qui suffit à peine pour manger et acheter du matériel médical,
je savais que je ne pouvais pas payer un loyer dans cette ville. Les mains tremblantes de rage, d'impuissance et d'une tristesse profonde qui me faisait plus mal que le froid de la pluie, j'ai sorti les clés de mon sac. Je les ai regardées une dernière fois. Elles brillaient sous la lumière de la lampe. C'était ma liberté, et ils me la volaient. J'ai posé les clés de la Ford Bronco sur la table. Le son métallique a résonné comme un coup de feu. Priscilla les a prises instantanément, avec la rapidité d'un cobra. Son visage s'est illuminé d'un sourire triomphant et malicieux. « Merci, petite sœur », a-t-elle dit avec cette voix aiguë. « Je promets de mieux en prendre soin que toi. Je ne vais pas y mettre l'odeur d'hôpital ni de désinfectant. Elle va sentir le succès. » Je suis monté en courant dans ma chambre, je me suis enfermé et je me suis jeté sur le lit pour pleurer. J'ai entendu le moteur démarrer dehors. J'ai entendu Priscilla accélérer. J'ai entendu leur rire. Il emportait mon cadeau. Il emportait ma sécurité. 2 mois ont passé. 2 mois qui ont semblé être 2 ans en enfer. Je suis retourné à ma routine, mais maintenant c'était pire, parce que j'avais déjà goûté au miel et qu'on me l'avait arraché de la bouche. Je me suis remise à me réveiller à 5 heures du matin, à courir sous la pluie, à me battre pour une place dans le bus avec des types qui ne respectent pas l'espace personnel, à arriver à l'hôpital avec les pieds mouillés et les chaussettes qui faisaient, floc-floc, dans mes baskets. Le tsuru de ma mère, bien sûr, n'a jamais marché. Mon père l'a emmené chez le mécanicien, oui, mais il a dit que la réparation était trop chère et qu'il fallait attendre la prochaine paye. Cette paye n'est jamais arrivée. Alors voilà, moi, la docteure Mirella, spécialiste pour sauver des vies, accrochée à la barre en métal d'un vieux bus à 23 heures, en train de prier pour ne pas me faire braquer. Mais je n'ai pas eu autant de chance, cette fois. Une nuit, en rentrant d'une garde particulièrement brutale, je me suis endormi sur le siège du bus. La fatigue m'a vaincu. Quand je me suis réveillé, en sursaut à cause d'un nid de poule, mon sac était ouvert. Mon téléphone, un vieux modèle mais fonctionnel, avait disparu. Mon portefeuille aussi. J'ai dû descendre et marcher 40 minutes sous la petite pluie parce que je n'avais même plus assez d'argent pour un autre ticket. Je suis arrivé à la maison trempé, en pleurant de rage, avec les pieds pleins d'ampoules. Quand je suis entré, la maison était bien chaude. Ça sentait le bon dîner. Mes parents et Priscilla regardaient un film en riant. Personne ne m'a demandé pourquoi j'arrivais si tard. Personne n'a remarqué que je n'avais plus mon sac. Pendant que je vivais cette réalité misérable, une autre réalité parallèle existait, virtuelle et douloureuse, à travers les réseaux sociaux. Chaque fois que j'avais une pause de 5 minutes entre 2 patients, je me cachais dans les toilettes de l'hôpital. Masochiste, j'ouvrais Instagram sur l'ordinateur de la salle des internes et là, je voyais mon camion. Priscilla postait des stories tous les jours. C'était un bombardement constant de mon humiliation. Road trip Acapulco avec les besties #Ford Bronco #MyBaby #Blessed. Je la voyais sur la plage, assise sur le capot, en bikini minuscule, tenant une coupe de champagne, le sable collé sur les pneus, le sel de mer en train de ronger la peinture. Soirée en boîte, on arrive avec style. Poussez-vous, la patronne arrive. Dans une autre story, je vois qu'elle a mis des lumières néon violettes sous le châssis, comme si c'était une voiture de Fast and Furious. Elle avait collé des autocollants avec son pseudo @prisgive sur les portes latérales. Elle avait transformé mon char de guerre, mon refuge sûr et sérieux, en discothèque roulante, vulgaire et tape à accent grave-l'œil. Le pire, ce n'était même pas les modifications esthétiques. Le pire, c'était les dégâts. Sur une photo, si on zoomait, on voyait clairement que le pare-choc avant était enfoncé. Dans la légende, elle avait écrit « Un envieux m'a rentré dedans sur le parking. » Les gens ne savent pas conduire. Je savais que c'était faux. Je savais qu'elle conduisait très mal, toujours en train de texter, toujours à se regarder dans le miroir au lieu de regarder la route. Une autre fois, elle a posté une vidéo en chantant à tue-tête en conduisant. On voyait le tableau de bord. Le voyant, check engine, était allumé et le réservoir d'essence était presque vide. Là elle est en train de la massacrer, ai-je pensé en ressentant une douleur physique dans la poitrine. Mon grand-père m'avait donné un outil pour vivre, et elle le traitait comme un jouet jetable. Un dimanche, alors que j'étais à la maison, j'ai entendu Priscilla parler au téléphone avec une amie dans le salon. Non, girl, tu sais pas. Le camion est une tuerie. Hier, je suis monté sur le trottoir sans faire exprès et j'ai rien senti. C'est tout terrain,
littéralement. C'est fait pour ça, non? Pour le détruire. Abuelo a du fric. Si elle casse, qu'il en achète un autre. J'ai serré les poings dans la cuisine jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches. Je voulais sortir et lui hurler dessus. Je voulais lui arracher les clés. Mais la voix de ma mère a résonné dans ma tête. Si tu fais un scandale, tu sors de la maison. Et moi, lâche et pauvre, je suis restée silencieuse, à laver leurs assiettes de petit déjeuner. Mais la goutte qui a fait déborder le vase, le moment où mon âme s'est brisée pour ensuite se durcir comme l'acier, est arrivé un mardi pluvieux de novembre. Je suis sorti de garde à 19h. J'étais épuisé à un niveau qui allait bien au-delà du physique. On avait perdu un patient pédiatrique, un enfant de 6 ans avec une péritonite, arrivé trop tard. J'ai pleuré dans les toilettes pendant une demi-heure avant de partir. Mon âme était en morceaux. Je voulais seulement rentrer chez moi, me mettre au lit et oublier que le monde existait. J'attendais le bus devant l'entrée des urgences de l'hôpital. La pluie était torrentielle. L'eau m'arrivait aux chevilles, je n'avais pas de parapluie. J'étais là, recroquevillé, en me serrant moi-même dans mes bras, quand j'ai vu des lumières LED violettes se refléter dans l'asphalte mouillé. Un moteur puissant a rugi en s'approchant. C'était la Bronco. Ma Bronco. Elle brillait sous la pluie, imposante, arrogante. Mon cœur a fait un bond idiot. Et ils sont venus me chercher. Papa a eu pitié. Maman s'est rendue compte qu'il pleuvait et elle a envoyé Priscilla, ai-je pensé naïvement. Une petite flamme d'espoir s'est allumée dans ma poitrine. Le camion s'est arrêté juste devant la rampe des ambulances, en gênant le passage. Je suis descendu en courant les marches, en éclaboussant l'eau avec un sourire faible sur le visage. Priscilla, ai-je crié en m'approchant de la vitre du passager. Merci, merci d'être venu. La vitre teintée est descendue lentement. Priscilla était là, maquillée à la perfection, avec un manteau de fausse fourrure blanche. Elle mâchait un chewing-gum la bouche ouverte. La musique, un reggaeton vulgaire à plein volume, faisait vibrer les fenêtres de l'hôpital. Boum, boum, boum. Elle m'a regardé. Il n'y a pas eu de sourire. Elle m'a regardé avec dégoût, en balayant du regard mon uniforme froissé, mes cheveux mouillés collés au front, mes baskets sales. Quoi, a-t-elle dit en criant pour se faire entendre au-dessus de la musique. Je ne suis pas venu pour toi, girl. Te fais pas de film. Je viens chercher Vanessa. Son copain est interne en chirurgie plastique ici et on va dîner à Polanco. J'ai senti comme si on m'avait giflé. Le froid de la pluie n'était rien comparé au froid que j'ai senti à l'intérieur. Mais il pleut horriblement et il est tard. Et c'est mon camion, ai-je balbutié, pathétique. C'était, m'a-t-elle corrigé avec une cruauté sèche. Pousse-toi, tu gênes. Et t'appuie pas sur la porte, hein. Tu l'as sali avec ton uniforme. Tu dois sûrement avoir des virus. Décale-toi. À ce moment-là, la porte de l'hôpital s'est ouverte. Vanessa est sortie, une amie de Priscilla, tout aussi apprêtée, courant avec un parapluie de marque. Et derrière elle, est sorti le docteur Adrian. Adrian est le chef des internes aux urgences. Il est brillant, gentil et, pour être honnête, c'est le garçon qui me plaît depuis 2 ans. Il a toujours été attentionné avec moi, il m'apporte du café quand il me voit fatigué. Adrian m'a vu là, sous la pluie, en train de me faire humilier par ma propre sœur. Il a vu comment Priscilla me criait dessus. Priscilla a appuyé sur le klaxon, ce klaxon puissant double-ton que j'avais choisi pour la sécurité. Maintenant, il sonnait comme une moquerie. Bouge, Mireia, a-t-elle crié de l'intérieur. On va être trempé. Adrian s'est approché vite et m'a couverte avec son parapluie. Mireia, a-t-il dit en regardant le camion puis moi. C'est pas ta sœur, ça? C'est pas le Ford Bronco que tu m'as dit que ton grand-père t'avait offert? Tu m'en as parlé tellement contente il y a quelques mois. J'ai senti mon visage s'effondrer de honte. Je voulais que la terre s'ouvre et m'avale. Je ne pouvais pas lui dire, oui, c'est le mien, mais ma famille me l'a pris parce que je suis moche et pauvre. Je n'ai pas réussi à dire un mot, j'ai seulement baissé la tête. Vanessa, monte vite, a crié Priscilla. Vanessa est montée côté passager en rigolant. Oh là là, la honte, ta sœur. On dirait une mendiante, je l'ai entendu dire avant de fermer la porte. Priscilla a accéléré à fond. Les gros pneus, ces pneus tout-terrain faits pour l'aventure,
sont passés sur une énorme flaque d'eau noire et d'huile. Ils m'ont éclaboussé de la tête aux pieds. L'eau sale est entrée dans ma bouche, dans mes yeux. Mon uniforme a été trempé de boue. Adrian a aussi reçu des éclaboussures. J'ai regardé les feux arrière de la Bronco s'éloigner avec ses néons violets, pendant que Priscilla et son ami riaient bien au chaud et en sécurité à l'intérieur de mon camion. Adrian m'a regardé en essuyant ses lunettes. Il n'a rien dit, mais dans ses yeux, j'ai vu de la pitié. Et ça a fait plus mal que l'eau froide. La pitié de l'homme qui te plaît, c'est la mort de l'amour-propre. Viens, je te raccompagne chez toi, a-t-il dit doucement. Ma voiture est vieille, mais tu ne seras pas mouillé. Ce soir-là, sur le siège de la vieille voiture délavée d'Adrian, j'ai pleuré en silence tout le trajet, et j'ai juré que ce serait la dernière fois que Priscilla se moquerait de moi. Cette même nuit, je suis arrivé à la maison, j'ai pris une douche brûlante pour enlever la saleté et l'humiliation, puis je me suis enfermé dans ma chambre. Adrian m'avait prêté un vieux téléphone de rechange parce qu'il avait eu pitié de me voir sans moyen de communication. Dès que je l'ai allumé et que j'y ai mis ma puce, un appel vidéo est arrivé. C'était grand-père Tiburcio. Je ne voulais pas répondre. J'avais les yeux gonflés comme un crapaud. Mais il a insisté. 1, 2, 3 fois. J'ai décroché. Ma fille. Sa voix sonnait différemment. Ce n'était pas la voix chaleureuse habituelle. C'était une voix métallique, froide, calculatrice, une voix que je ne lui avais jamais entendue utiliser avec moi. J'ai besoin que tu me dises la vérité. Maintenant, tout de suite. Qu'est-ce qu'il se passe, Abuelo, ai-je demandé en reniflant. Je suis en train de regarder mon email. Je viens de recevoir des notifications de l'appli Ford Pass. Tu sais ce que c'est. Je n'ai pas menti, mais je n'ai pas tout dit. C'est l'appli qui relie le camion au téléphone. Je l'ai configuré avec mon email pour payer l'assurance et les révisions. Mireia, le GPS dit que le camion est garé devant un bar qui s'appelle La Santa, à Polanco, et il dit qu'il a été là 3 fois cette semaine. Et toi, tu es connecté au Wi-Fi de ta maison. Mon sang s'est glacé. J'avais complètement oublié la technologie. Grand-père, même s'il est vieux, n'est pas idiot. C'est un homme d'affaires. Abuelo, c'est que... Ne me mens pas, Mireia. Qui a le camion? Son ton ne permettait aucune échappatoire. C'était le ton qu'il utilise quand il négocie la vente de la récolte. J'ai pris une grande inspiration et j'ai explosé. Je lui ai tout raconté. J'ai vomi chaque mot de douleur que j'avais gardé pendant 2 mois. Je lui ai raconté l'histoire de l'image, la pression de maman, la lâcheté de papa, le tsuru qui ne marche pas, l'agression dans le bus et l'humiliation à l'hôpital, quelques heures plus tôt. Je lui ai expliqué comment Priscilla se moquait de moi, comment il me traitait comme la bonne qui paye les factures mais qui n'a aucun droit. Je m'attendais à ce que grand-père crie. Je m'attendais à ce qu'il devienne rouge, qu'il raccroche et qu'il appelle mon père immédiatement pour l'insulter. Mais non. Don Tiburcio est resté silencieux pendant 1 minute entière. Sur l'écran, son visage s'est durci comme de la pierre volcanique. Ses yeux se sont plissés. Mireia, écoute-moi bien, a-t-il dit, et son calme m'a fait plus peur que ses cris. C'était le calme avant l'ouragan. Mais tu ne dis rien. Absolument rien. Tu ne leur fais aucun reproche. Tu ne leur demandes pas les clés. Tu continues à aller en bus. Laisse Priscilla continuer à poster ses petites stories. Laisse-la se sentir reine du monde. Mais qu'est-ce que tu vas faire, Abuelo? Tu vas les laisser la garder? Noël approche, ma fille. Il reste 3 semaines. Cette année, je vais aller à la ville de Mexico. Je ne vais pas juste envoyer la dinde comme d'habitude. Je vais venir en personne. Tu vas venir, ai-je été surprise. Il déteste la ville. Oui. Prépare ta plus belle robe, même si elle est simple, parce qu'on va avoir un dîner inoubliable. Ah, et une chose de plus, j'ai besoin que tu sois mes yeux. Envoie-moi des captures d'écran de tout. De chaque story Instagram, de chaque amende qui arrive par mail, de chaque message WhatsApp où ta mère te demande de l'argent pour l'essence ou pour ses caprices. Je veux tout. Oui, Abuelo. Ce camion n'est plus un cadeau, Mireia. Maintenant, c'est un appât, et le rat a déjà mordu le fromage. Repose-toi, ma fille. Bientôt, la boue disparaîtra. Les 3 semaines suivantes,
je suis devenue espionne. Chaque fois que Priscilla postait quelque chose, clic, capture d'écran. Priscilla en train de conduire avec une bouteille de tequila à la main, envoyé. Priscilla en train de faire monter 5 personnes dans le camion, assise sur les fenêtres, envoyé. Message de maman, Mireia, dépose-moi 5 cents dollars. Ta sœur doit laver le camion et elle n'a pas de monnaie, envoyé. Amende pour excès de vitesse, 140 km/h sur le viaduc, envoyé. Grand-père répondait seulement avec un emoji. C'était terrifiant. Le 24 décembre est arrivé. La maison de mes parents s'est transformée. On aurait dit un plateau de tournage d'un feuilleton de Télévisa. Ma mère, Georgina, avait dépensé les quelques économies qui restaient dans des décorations exagérées. Il y avait un énorme sapin de Noël, si grand que la pointe se pliait contre le plafond, plein de boules dorées et de rubans en velours. Elle avait mis des nappes en lin importé, des verres en cristal de Bohême que personne n'utilisait jamais de peur de les casser, et des bougies parfumées partout, si fortes qu'elles donnaient la nausée, avec une odeur de pomme et de cannelle. Tout doit être parfait, disait ma mère en courant d'un côté à l'autre avec ses bigoudis sur la tête, hystérique. Ton grand-père doit voir qu'on vit bien, qu'on gère bien son argent, qu'on est des gens bien. Mirella, arrête de rester debout là avec cette tête de morte et va à la cuisine. Surveille la dinde pour qu'elle ne sèche pas. Et par pitié, enlève ses cernes, mets un peu de blush. Tu ressembles à un cadavre. J'ai obéi. Comme toujours, j'ai passé toute l'après-midi en cuisine à transpirer, à couper des noix pour la farce, à enfourner la dinde, à préparer la salade de pommes. La chaleur du four m'étouffait, mais personne ne m'a proposé un verre d'eau. Priscilla, bien sûr, n'a pas levé le petit doigt. Elle était enfermée dans sa chambre depuis 14 heures. Elle faisait un live sur Instagram et TikTok. Prépare-toi avec moi pour Noël. GRWM. Je l'entendais parler à travers la porte. Coucou mes amours, ce soir va être une nuit magique. Mon grand-père vient, le patriarche, celui qui me gâte. Je vais vous montrer ma tenue. C'est une robe rouge passion divine. Et évidemment, la Bronco est déjà prête dehors, brillante comme moi. Je me suis penché pour regarder par la fenêtre de la cuisine. Le camion était garé dans la rue, pas dans le garage. Priscilla l'avait laissé là pour que tous les voisins puissent le voir. Il était couvert de boue sèche des jours précédents, mais il brillait sous le lampadaire de la rue. À 19h30, mon père est entré dans la cuisine. Il avait l'air nerveux. Il desserrait sa cravate toutes les 2 secondes. Mirella, ma fille, a-t-il dit à voix basse. Ton grand-père ne va pas tarder. S'il te plaît, comporte-toi bien. Ne lance pas de sujet sensible. Ne parle pas de la voiture. Laisse ta mère et ta sœur mener la conversation. On veut une soirée calme. Calme pour qui, papa, ai-je demandé en le regardant dans les yeux pendant que je sortais la dinde du four. Il a détourné le regard. Pour tout le monde. Fais-le pour moi. Je n'ai rien dit, j'ai juste hoché la tête. Fais-le pour moi. C'était toujours pour lui, pour son confort, pour qu'il n'ait pas à affronter sa femme ni sa fille préférée. À 20h pile, la sonnette a retenti. Ma mère a poussé un cri. Il est là. Vite, tout le monde à sa place. Priscilla, descends. Mirella, enlève ton tablier. Nous avons couru jusqu'à la porte. Ma mère a ouvert avec un sourire tellement grand qu'on aurait dit que ça lui faisait mal. Papito, a-t-elle crié en se jetant dans les bras de l'homme qui se tenait sur le seuil. Que c'est bien que tu sois venu. Bienvenue chez toi. Grand-père Tiburcio n'est pas arrivé en voiture de luxe ni en limousine. Il est venu dans un taxi de site, de ces taxis roses et blancs de la ville. Le chauffeur sortait une vieille valise en cuir du coffre. Grand-père était habillé simplement mais impeccablement, une chemise goyabra blanche en lin, repassée avec tellement d'amidon qu'elle ressemblait à du carton, un pantalon de costume couleur kaki et ses bottes de travail parfaitement cirées. Et bien sûr, son chapeau, ce chapeau de paille à large bord qu'il n'enlève même pas pour dormir au ranch. Bonjour, ma fille, a-t-il dit, en acceptant son étreinte avec une certaine raideur. Mon père s'est approché et lui a donné une accolade nerveuse, en lui tapotant le dos. Bienvenue, papa. Entre, entre. Assieds-toi en bout de table. Tu es chez toi. Grand-père est entré. Ses yeux sombres et perçants sous le bord de son chapeau étaient comme 2 aigles en train d'inspecter le terrain. Il n'a pas regardé le grand sapin, ni les verres en cristal,
ni la dinde. Ses yeux se sont arrêtés sur Priscilla, qui descendait les escaliers à ce moment-là, comme une célébrité sur un tapis rouge, avec sa robe rouge à paillettes et ses talons de 15 centimètres. « Bonjour, grand-père » a-t-elle dit, en lui envoyant un baiser en l'air, sans trop s'approcher pour ne pas froisser sa robe. « Bonjour, ma fille » a-t-il répondu, sec. Puis il m'a cherché du regard. J'étais debout à l'entrée de la cuisine, sentant encore l'odeur d'oignon et de dinde. Le Mireia, sa voix s'est adoucie. Il a marché vers moi, en ignorant les autres, et m'a donné un câlin fort. Un câlin qui sentait la campagne, le tabac et la lotion bon marché. Il m'a serré si fort qu'il m'a presque coupé la respiration. « Tu es très maigre, ma fille. On voit tes os. Tu ne manges pas bien ? » « Je travaille beaucoup, Abuelo » ai-je murmuré en retenant mes larmes. « Je sais » a-t-il dit à mon oreille. « Je sais tout. » Le dîner a commencé. Nous nous sommes assis à table. Grand-père en bout de table, mon père à sa droite, ma mère à sa gauche. Priscilla et moi, face à face. La tension pouvait se couper au couteau. Le seul bruit était le tintement des couverts sur la porcelaine fine. Ma mère, nerveuse, ne s'arrêtait pas de parler. Elle remplissait le silence avec du blabla inutile. « Oh, papa, tu n'imagines pas. On est tellement fiers de Priscilla. Elle a déjà 50 000 abonnés sur Instagram, pas vrai mon amour ? Les marques se battent pour elle. C'est une vraie businesswoman digitale. Elle a un engagement impressionnant. On lui envoie des vêtements, du maquillage. » Grand-père mangeait lentement, mâchant chaque bouchée avec précision. Il hochait la tête de temps en temps, sans regarder ma mère. « Tant mieux » a-t-il dit d'une voix grave. « Je suis content qu'elle s'en sorte bien, parce que le travail au champ est dur cette année. Le prix de l'agave a baissé. »« Ah, oui, quelle horreur, ce qui se passe dans le monde agricole » a dit Priscilla, en regardant discrètement son portable sous la table. « Mais bon, Abuelo, le futur est digital. Tu devrais ouvrir un TikTok du ranch. Je t'aide à monétiser. » Tout à coup, on a entendu un bruit fort dehors, un tonnerre, puis le son clair de la grêle qui frappait le sol et les toits. Il a commencé à pleuvoir avec violence, une tempête d'hiver atypique. « Pri » a dit mon père en essayant de faire la conversation, mais avec un tremblement dans la voix. « Veux-tu à rentrer le camion dans le garage ? Il grêle fort. La carrosserie peut s'abîmer. » Priscilla a mis une bouchée de dinde dans sa bouche et a parlé en mâchant. « Ah non, PA. Je l'ai laissé dans la rue parce que j'avais la flemme d'ouvrir le portail. Il est lourd. Et en plus, comme ça les voisins le voient. J'y vais tout de suite. Relax. » Grand-père a posé ses couverts sur l'assiette. Le son a été net. Clin. Un silence total s'est fait. Même ma mère s'est tue. Grand-père s'est essuyé la bouche avec la serviette en tissu. Doucement. Très doucement. « Quel camion ?» a-t-il demandé avec un ton d'innocence forcée qui m'a glacé le sang. Mon père est devenu blanc. Il a avalé sa salive bruyamment. « Ah, ben, le camion neuf, papa. Celui que... »« Lequel ?» a demandé mon grand-père. « Celui que tu as fait acheter il y a quelques mois. »« Ah, oui, le Ford Bronco » a dit grand-père en hochant la tête. « Celui que j'ai offert à Mireia. Celui que je lui ai donné spécialement pour qu'elle puisse aller en sécurité à ses gardes de nuit. » Il a tourné la tête lentement et m'a regardé dans les yeux. « Mirella, ma fille, pourquoi tu ne l'as pas rentrée toi ? C'est ta voiture. Pourquoi tu laisses la grêle tomber dessus ?» J'ai baissé les yeux vers mon assiette. Je sentais les regards de mes parents et de Priscilla plantés sur moi comme des aiguilles, m'implorant de mentir, de les sauver. Mais je me suis rappelé la pluie. Je me suis rappelé l'humiliation devant l'hôpital. Je me suis rappelé Adriane. J'ai levé les yeux et j'ai regardé mon grand-père. « C'est que je n'ai pas les clés, Abuelo » ai-je dit d'une voix douce mais ferme. « Ah comment ?» Grand-père a froncé les sourcils, jouant son rôle à la perfection. « Tu as perdu les clés. »« Non, papa » est intervenue ma mère rapidement, avec un rire nerveux et aigu, presque hystérique. « C'est que regarde, je t'explique, c'est quelque chose de drôle. On a décidé, en famille, de faire un petit changement administratif. Une stratégie, un changement. » Grand-père s'est appuyé sur le dossier de sa chaise.
Oui, a continué ma mère, en prenant confiance, croyant qu'elle allait le manipuler comme toujours. Tu vois, Mirella est très distraite et son travail est, bon, sale. Du sang, du vomi, des bactéries. On ne voulait pas qu'elle gâche une voiture si fine, si chère. En plus, elle va et vient la nuit, personne ne la voit, elle entre par derrière. Par contre, Priscilla, elle a désigné ma sœur avec fierté. Elle est l'image de la famille. Elle en tire profit. Elle a la prestance pour conduire un tel véhicule, elle le met en valeur. Mon père, sentant qu'il devait soutenir sa femme, a lâché la phrase qui a scellé son destin. La phrase qui a déclenché la bombe. C'est vrai, papa. On a pensé que, pour être honnête, Mirella ne le méritait pas autant. Enfin, ce n'est pas qu'elle ne mérite pas, elle est gentille, mais elle n'en a pas besoin. Elle est très austère. On l'a donnée à sa sœur parce qu'elle sait ce que ça vaut. Grand-père est resté immobile, très immobile. On aurait dit une statue de bronze. Il s'est levé lentement, a porté ses mains à sa tête et a enlevé son chapeau. Tout le monde le regardait, hypnotisé. Grand-père a levé le chapeau en l'air et, avec une force et une violence qu'on n'attend pas d'un homme de 78 ans, il l'a jeté par terre. Poum. Le chapeau a frappé le sol en marbre avec un bruit sec. Ma mère a poussé un petit cri étranglé. Priscilla a laissé tomber sa fourchette. Comment ça, elle ne le méritait pas, a rugi grand-père. Sa voix a frappé les murs de la maison et fait vibrer les verres en cristal. La seule personne dans cette famille qui travaille du matin au soir, qui sauve des vies, qui a les mains pleines de sang pour aider les autres, ne le mérite pas. Papa, calme-toi. Tu vas faire un infarctus, s'il te plaît, a essayé de dire mon père en se levant. Tais-toi, Ramiro, assieds-toi. Tu es un lâche, a hurlé grand-père en le pointant du doigt, qui tremblait de rage. Tu as laissé faire ça. Grand-père a mis la main dans la poche de son pantalon et a sorti son téléphone. Il a marché vers la grande télé du salon, allumée avec des clips de musique de Noël. Il a connecté son téléphone. Vous voulez voir l'image? Vous voulez voir la présence? Vous voulez voir qui mérite quoi? Regardez. Sur l'écran de 60 pouces est apparue une photo. C'était une capture Instagram de Priscilla. Elle était assise sur le capot de la Bronco, avec ses talons aiguilles plantés dans la tôle et en train de l'enfoncer. Elle tenait une bouteille de champagne à la main. La légende disait « Bourrez mes bonnes filles ». #oops #myride. Le salon est resté silencieux. Grand-père a glissé le doigt. L'image suivante était une contravention officielle. Excès de vitesse, 140 km/h en zone scolaire. Conductrice en état inapproprié. Il a encore glissé, un plan de GPS. On voyait la trajectoire de la camionnette pendant le dernier mois. Des bars, des motels, des centres commerciaux, des plages. 0 hôpital. Et ça, a dit grand-père, et sa voix s'est un peu brisée. C'est l'image qui me fait le plus mal. Sur l'écran, une photo floue, granuleuse, est apparue. C'était moi, prise de loin. Je dormais sur le siège du bus, la bouche ouverte, en serrant mon sac comme un gilet de sauvetage, avec mon uniforme sale et un visage d'épuisement total. Ça, a dit grand-père en montrant ma photo, en frappant l'écran avec son doigt. Ça, c'est la dignité. Ça, c'est le travail. Ça mérite une foutue Mercedes-Benz, pas seulement une Ford. C'est ça qui paye vos caprices. Il s'est tourné vers Priscilla. Elle était pâle, en train de trembler, avec le maquillage coulant à cause de la peur. À toi, a-t-il dit avec dégoût, comme s'il voyait un parasite dans sa récolte. Tu as transformé mon cadeau en cirque. Tu as sali l'effort de ta sœur. Tu as mis sa vie en danger en l'obligeant à aller en bus pendant que toi tu te saoules dans mon camion. Donne-moi les clés. Maintenant. Priscilla s'est mise à pleurer. Des larmes noires de mascara tombaient sur sa robe rouge. Mes grands-pères, c'est mon image, mes abonnés, qu'est-ce que je vais leur dire? Je l'ai déjà montré partout. Dis-leur que tu es une voleuse, a-t-il crié. Dis-leur que tu as volé les clés de ta sœur. Priscilla, tremblante, a sorti les clés de son sac Louis Vuitton, posé sur la chaise. Elle les a jetées sur la table comme si elles brûlaient. Grand-père les a prises, a marché vers moi et me les a mises dans la main. Il a refermé mes doigts dessus avec ses deux grandes mains chaudes. Là elles sont à toi, Mireia.
Et je te jure sur ma mère qui est au ciel que si quelqu'un les touche encore, si quelqu'un ose te demander juste un trajet, il aura affaire à moi. Papa, s'il te plaît, tu es en train de gâcher Noël, a pleuré ma mère, dramatique. Ce n'est qu'une voiture. On peut la partager. On est une famille. Non, Georgina, ce n'est pas juste une voiture, a dit grand-père, et sa voix a baissé, devenant glaciale. C'est le respect. Et déjà qu'on parle de partager et de qui mérite quoi. Il a marché vers sa vieille mallette en cuir, qu'il avait laissée à l'entrée. Il l'a ouverte et en a sorti une grande enveloppe jaune. Parlons de cette maison. Cette maison où vous vivez comme des rois. Et qu'est-ce qu'il y a avec la maison, a demandé mon père, les yeux exorbités, sentant la catastrophe. Je l'ai achetée il y a 25 ans. Je l'ai mise à mon nom pour vous protéger. Je vous ai laissé vivre ici gratuitement. Je vous ai payé l'électricité, l'eau, la taxe foncière, même l'internet au débit pour que cette fille, il a pointé Priscilla, poste ses idioties. Il a ouvert l'enveloppe et a sorti des papiers avec des tampons officiels. Eh bien, c'est terminé. Je ne vais pas continuer à entretenir des parasites qui mordent la main qui les nourrit. Ce matin, je suis allé chez le notaire. J'ai signé un contrat de donation et d'usufruit viager. Quoi, a hurlé ma mère. La maison est maintenant propriété légale de Mireia, a dit le grand-père en lâchant la bombe nucléaire. Et c'est elle qui décidera qui habite ici. Mais moi, je lui conseille de changer la serrure. Vous avez une semaine pour dégager. Tu ne peux pas nous faire ça, a crié Priscilla en se levant, renversant la chaise. Je suis ta petite fille préférée. Je suis la belle. Tu l'étais, l'a corrigé grand-père, en la regardant avec une profonde déception. Jusqu'au moment où j'ai vu qui tu es vraiment à l'intérieur. Tu n'es qu'un joli emballage vide. Mirella a le cœur plein. On s'en va, ma fille. Où ça, Abuelo, ai-je demandé en serrant les clés. À l'hôtel. Je ne compte pas passer le réveillon avec ces gens. Et toi, tu ne devrais pas non plus. Prends ton camion, monte tes affaires. On y va. Je me suis levé, j'ai regardé mes parents. Ils étaient détruits. Ma mère pleurait sur le canapé. Mon père fixait le vide, comme si on venait de lui arracher l'âme. Je me suis dirigé vers la porte avec les clés de ma Bronco dans la main et mon grand-père à mes côtés. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas ressenti de culpabilité. J'ai ressenti de la justice. Nous sommes sortis de la maison comme des fugitifs, même si les vrais propriétaires, c'était nous. La pluie tombait toujours, mais ce n'était plus la tempête furieuse d'une heure plus tôt. Maintenant, c'était une pluie triste, constante, de celle qui nettoie le sang des trottoirs. J'ai ouvert la porte de ma Ford Bronco avec la télécommande. Le bip-bip de l'alarme a sonné différemment cette fois. Ce n'était plus un avertissement, c'était un « bienvenue ». Grand-père marchait à côté de moi avec sa vieille valise dans une main et son chapeau, maintenant cabossé et sale après le choc, dans l'autre. Il avait l'air plus petit, plus vieux. Cet homme qui, il y a 10 minutes, rugissait comme un lion dans le salon en faisant trembler mon père, avait maintenant l'air d'un petit oiseau mouillé. Monte, Abuelo, lui ai-je dit en lui ouvrant la porte du passager. Il a hoché la tête en silence. Il a eu du mal à monter. L'adrénaline retombait et les douleurs de l'âge revenaient. Je me suis installé sur le siège conducteur. L'intérieur sentait Priscilla. Ça sentait ce parfum sucré et cheap mélangé à l'odeur de cigarettes mentholées et de chewing-gum à la fraise. J'ai eu envie de vomir. J'ai regardé le tableau de bord. Il y avait un autocollant collé sur le compteur de vitesse qui disait « Bad Beach ». Je l'ai arraché avec un ongle, en grattant jusqu'à ce que mon doigt me fasse mal, en laissant une trace de colle moche. J'ai démarré le moteur. Son rugissement a été doux, puissant. Allons-y, ma fille, a dit grand-père en regardant la maison une dernière fois. À travers la fenêtre du salon, j'ai vu ma mère allongée sur le canapé, en train de pleurer. Mon père se servait un whisky avec des mains tremblantes. Priscilla criait sur son téléphone, sûrement en train de filmer une story pour se poser en victime. J'ai appuyé sur l'accélérateur et je n'ai pas regardé en arrière. Nous avons roulé en silence pendant 20 minutes. Je ne savais pas où aller. On va où, Abuelo? À l'hôtel sur Insurgente, a-t-il dit. Je descends toujours là-bas quand je viens régler des papiers pour les terres. C'est propre et ils ont un bon café. Quand nous sommes arrivés à l'hôtel et que nous nous sommes enregistrés,
grand-père a demandé une chambre avec 2 lits. Je ne vais pas te laisser seule ce soir, Mirella. Je ne veux pas que tu aies de mauvaises idées. Nous sommes montés dans la chambre. C'était une chambre standard avec une moquette beige et cette odeur classique de nettoyant au pain. Grand-père a posé sa valise, s'est assis au bord du lit et, pour la première fois de ma vie, je l'ai vu s'effondrer. Ce n'était pas un gros sanglot dramatique comme ceux de ma mère. C'était un pleur silencieux. Il s'est couvert le visage avec ses grandes mains calleuses et ses épaules ont commencé à trembler. Voir ton héros pleurer, ça te marque pour toujours. Voir pleurer l'homme qui a monté un empire d'agave depuis rien, l'homme qui ne se plaignait même pas quand il se coupait avec la machette, m'a brisé le cœur. Je me suis assise à côté de lui et je l'ai serré dans mes bras. J'ai posé ma tête sur son épaule. « Pardonne-moi, ma fille », a-t-il dit d'une voix étranglée. « Pardonne-moi de ne pas être venu plus tôt. Mais tu n'as rien à te faire pardonner, Abuelo. Tu m'as sauvé. » Non, il a essuyé ses larmes avec colère. Je savais que ton père était faible. Je savais que ta mère était intéressée. Mais je pensais qu'au moins ils t'aimaient. Je pensais qu'au moins ils avaient cet instinct animal de protéger leurs petits. Je me suis trompé. J'ai élevé un bon à rien, Mireia. Et c'est ma faute. Je lui ai tout donné à Ramiro pour qu'il ne souffre pas ce que j'ai souffert enfant, et en lui donnant tout, je lui ai enlevé le plus important, le caractère. À Abuelo, tu ne leur as pas mis l'ambition dans le cœur. C'est eux qui l'ont choisi. Grand-père a soupiré et a sorti une vieille photo de son portefeuille. C'était une photo de lui et moi quand j'avais 5 ans. On était au ranch, je portais de petites bottes en caoutchouc et j'étais couverte de boue. Regarde cette photo, a-t-il dit en souriant avec tristesse. Tu as toujours été différente. Priscilla était dégoûtée par la terre. Toi, tu te roulais dedans. Tu cherchais des vers de terre. Tu voulais savoir comment les choses fonctionnaient. Eux ne t'ont jamais comprise parce que toi, tu es réelle, Mirella. Et eux, ils sont en plastique. Ce soir-là, on a commandé le service de chambre, des hamburgers et des frites. On a mangé sur les lits en regardant les infos. Demain, la guerre commence, ma fille, m'a dit grand-père en croquant un cornichon. Demain, l'avocat Montero va aller à la maison. C'est mon avocat de confiance, un requin. Moi, je n'y vais pas. Je ne veux pas voir leur tête. Tu y vas, toi? J'ai senti un trou dans l'estomac. Abuelo, je ne sais pas si je peux. Tu vas y aller, a-t-il dit fermement. Tu vas y aller avec Montero. Tu vas vérifier qu'ils ne prennent rien qui fait partie de la structure de la maison. Les meubles, les vêtements, leurs affaires, qu'ils les prennent. Mais la maison doit rester vide et propre. Tu dois affronter ça, Mirella. Tu dois les voir faire leur carton pour que ton cerveau comprenne qu'ils n'ont plus aucun pouvoir sur toi. C'est la fermeture dont tu as besoin. J'ai eu du mal à dormir. J'ai rêvé du chapeau de grand-père, tombant au ralenti encore et encore, et du bruit du cristal qui se casse. Mais pour la première fois depuis des années, je n'ai pas rêvé que j'arrivais en retard à l'hôpital ou qu'on me braquait dans le bus. J'ai rêvé que je conduisais sur une route infinie, et que le réservoir d'essence ne se vidait jamais. Le lendemain matin, à 9h pile, l'avocat Montero était dans le hall de l'hôtel. C'était un homme petit, chauve, dans un costume gris impeccable, avec un regard qui pourrait geler l'enfer. Il ne souriait pas. Bonjour, Don Tiburcio. Docteur Mireia, nous a-t-il salué avec une poignée de main ferme. Les documents sont prêts. Le contrat de donation est déjà inscrit au registre public depuis hier. La notification d'expulsion pour fin de prêt précaire est rédigée. Ils ont 7 jours. Pas un de plus. Merci, Roberto, a dit grand-père. Va avec Mireia. C'est elle la propriétaire maintenant. Ce qu'elle dit, on le fait. L'avocat Montero s'est tourné vers moi. À vos ordres, patronne. Ce mot, patronne, sonnait étrange, trop grand pour moi. Nous sommes montés dans ma bronco et j'ai conduit vers la maison. Mes mains glissaient de sueur sur le volant. En arrivant, j'ai vu que la voiture de mon père n'était pas là. Sûrement, il était parti chercher de l'alcool ou pour mendier des prêts à des amis qui ne répondraient plus au téléphone. La maison avait la même apparence de l'extérieur, mais elle se sentait différente. Ce n'était plus la maison de mes parents. C'était ma maison. L'avocat a sonné. Personne n'a ouvert.
Ils ont des caméras, ai-je dit. Ils savent qu'on est là. L'avocat a hoché la tête et a sorti un document de sa mallette. Il a frappé la porte avec son poing, plus fort cette fois. Finalement, ma mère a ouvert. Elle avait une sale tête. Les yeux gonflés, le maquillage coulé de la veille, et une robe de chambre en soie tachée de café. « Mireya » a-t-elle dit avec la voix tremblante. « Comment tu oses venir ici après ce que tu nous as fait ? Ta sœur est en crise nerveuse. On a dû appeler le docteur. » Bonjour, Madame Georgina, a interrompu l'avocat Montero, en avançant d'un pas et en bloquant sa tentative d'attaque émotionnelle. Je suis le représentant légal de la propriétaire, la docteure Mireya. Je viens vous notifier officiellement le début du processus de remise de ce bien. Ma mère est restée bouche bée. Le propriétaire ? Cette maison est à moi. C'est moi qui ai choisi les rideaux. Les rideaux, vous pouvez les emmener, a répondu l'avocat avec froideur. Vous avez jusqu'au 31 décembre à midi pour vider la maison et rendre les clés. Si à cette heure-là vous êtes encore ici, on fera appel à la force publique. Signez ici pour confirmer que vous avez été informé. Ma mère m'a regardé. Ses yeux étaient remplis d'une haine pure. Tu es une ingrate, un serpent. Je t'ai élevé, je t'ai donné à manger. Tu me faisais payer la nourriture, maman, ai-je dit en trouvant ma voix. Je n'ai pas crié. J'ai parlé doucement, calmement. Tu me faisais payer le gaz, tu me faisais payer l'électricité, tu prenais ma bourse et tu m'as pris ma voiture. Signe le papier. Elle a arraché le papier, l'a signé en gribouillant de rage et m'a lancé le stylo sur la poitrine. Tu ne seras jamais heureuse, Mireya. Les gens mauvais comme toi ne sont jamais heureux. Peut-être, ai-je répondu en ramassant le stylo. Mais au moins, j'aurai une maison et une voiture. Je suis entré pendant que l'avocat prenait des photos de l'état de la maison pour inventaire. Je suis allé au salon. Le chapeau de grand-père n'était plus au sol, mais l'air était lourd. Je suis monté dans ma chambre, cette petite pièce de service aménagée. Elle était exactement comme je l'avais laissée, mes livres de médecine empilés par terre, mon petit lit. Puis je suis passé devant la chambre de Priscilla. La porte était entr'ouverte. Elle était allongée sur le lit, entourée de mouchoirs en papier. Elle m'a vu entrer, s'est redressée d'un coup. « Tu viens te moquer » a-t-elle crié. « Je viens voir ce que tu vas emporter » ai-je dit. « Tu as beaucoup de vêtements, Priscilla. Commence à faire tes cartons. Les cartons se vendent au Home Depot. »« Je ne vais pas partir » a-t-elle hurlé en me lançant un coussin, que j'ai esquivé facilement. « Je vais porter plainte. J'ai des droits. Je suis influenceuse. Tu es une chômeuse qui vit dans une maison qui n'est pas à elle, les jeux corrigés. Et au fait, Pri, j'ai vu que tu as laissé une rayure sur la porte du passager de la Bronco. Je vais la déduire de ce que grand-père avait prévu de vous donner comme indemnisation, s'il vous donne quelque chose. » Priscilla s'est levée enragée et a essayé de me pousser. Mais moi, ça fait 3 ans que je gère des patients psychotiques et des ivrognes aux urgences. J'ai des réflexes. Je me suis mise de côté et elle a trébuché sur ses tapis en fausse fourrure, tombant à genoux. Je n'ai pas ressenti de pitié. Je l'ai regardée d'en haut. « Lève-toi et fais tes cartons. Le camion de déménagement ne se paye pas tout seul, et je doute que maman ait encore de l'argent maintenant que grand-père a fermé le robinet. Je te conseille de vendre tes sacs. Les vrais, si tu en as. » Je suis sorti de là en sentant qu'on venait de me retirer un sac de 100 kilos du dos. L'avocat m'attendait en bas. « C'est bon, docteur. J'ai tout documenté. S'il casse quelque chose, il paie. Allons-y. » En sortant, j'ai vu la voisine, Donia Marie, la commère du quartier, qui nous observait par la fenêtre, avec des yeux d'aigle. Je lui ai fait un signe de la main. « Bonjour, Donia Marie. La maison va être libre bientôt, au cas où vous connaîtriez quelqu'un qui veut la louer. Mais des gens corrects, s'il vous plaît. » Donia Marie a ouvert la bouche et hoché la tête, déjà en train de courir vers son téléphone pour répandre le potin sur le groupe WhatsApp de la rue. La réputation de « famille parfaite » de mes parents venait de mourir. La semaine de délai a été lente et douloureuse pour eux, mais étrangement, très guérisseuse pour moi. Je suis resté à l'hôtel avec grand-père. On a passé nos journées à discuter, à visiter des pépinières et à manger dans des restaurants que je n'aurais jamais pu payer seul. « Mange, ma fille, commande le plat le plus cher » me disait-il.
Mais tu es trop maigre. Tu as besoin de force. Le 31 décembre est arrivé. À 10 heures du matin, nous sommes arrivés à la maison. Il y avait un camion de déménagement garé devant. Ce n'était pas une entreprise professionnelle qui emballe tout avec soin. C'était un vieux camion à ridelles, avec 2 déménageurs qui avaient l'air fatigués et agacés. Mes parents sortaient des cartons. Mon père avait l'air d'avoir pris 10 ans. Il portait une chemise froissée, une barbe de 3 jours. Il portait un carton avec ses trophées de golf d'il y a 20 ans. Il m'a vu, a baissé les yeux et a continué à marcher vers le camion. Ma mère, c'était autre chose. Elle était en train de donner des ordres en criant. Attention avec cette lampe, c'est du cristal taillé. Si vous la cassez, vous me la payez. Madame, on vous a déjà dit que si vous ne l'emballez pas, elle va se casser. Nous, on fait que porter, lui a répondu un des déménageurs, à bout. Priscilla, elle, était l'image même de la défaite. Elle portait un vieux jogging et portait des sacs poubelles noirs remplis de ses vêtements. Apparemment, il n'avait pas assez de carton. Voir ses robes de marque bourrées dans des sacs poubelles, c'était une poésie de justice que j'ai savourée. Un sac s'est déchiré et une paire de chaussures plateforme a roulé jusqu'à la bouche d'égout. Merde, a-t-elle crié en courant pour les récupérer. Je me suis appuyé sur ma bronco, bras croisés, en regardant la scène. Grand-père était assis côté passager, écoutant de la musique ranchera doucement, avec un petit sourire presque invisible. Donia Marie et 3 autres voisines étaient dehors à balayer le trottoir, entendant le coup pour ne pas perdre une miette du spectacle. Ah, quelle honte, j'ai entendu l'une d'elles dire. On dit que le grand-père les a virés parce que la fille, Priscilla, lui a volé de l'argent. Non, moi j'ai entendu qu'ils ont perdu la maison à cause de dettes de jeu de Ramiro. Quoi qu'il en soit, quelle humiliation. Il se la jouait tellement. À 11h50, il restait peu de choses. Ma mère est sortie avec sa boîte à bijoux et son chihuahua Duc dans les bras. Elle s'est arrêtée devant moi. J'espère que tu es contente, m'a-t-elle craché. Tu nous laisses à la rue le soir du Nouvel An. Quelle sorte de fille fait ça? Le genre de fille qui en a eu marre d'être le distributeur automatique et le paillasson à l'entrée, ai-je répondu. Vous avez un toit, maman. Vous avez loué cet appartement dans la Colonia Doctor. Ce n'est pas la rue, c'est un toit. C'est plus que ce que beaucoup de gens ont. C'est plus que ce que tu m'aurais donné si j'avais foiré pour payer l'électricité un mois. Je ne te pardonnerai jamais ça, a-t-elle dit. Je ne cherche pas ton pardon, maman. Je cherche que vous me laissiez tranquille. Mon père s'est approché. Il m'a regardé dans les yeux pendant une seconde. J'y ai vu des larmes. Au revoir, Mirella. Prends soin de toi. Au revoir, papa. J'espère que tu retrouveras tes couilles un jour, parce que maman les porte depuis 30 ans. Il a baissé la tête et est monté sur le siège passager du camion de déménagement, parce qu'il n'y avait pas de place pour tout le monde dans l'Uber qu'ils avaient commandé. Oui, Priscilla et ma mère sont partis en Uber. Mon père a dû partir avec les déménageurs. À midi pile, la maison était vide. L'avocat Montero a changé la serrure. Le son de la perceuse qui perçait la porte et du nouveau verrou qu'on installait a été la meilleure musique que j'ai jamais entendue. Je suis entré dans la maison vide. Elle paraissait immense sans les meubles prétentieux de ma mère. L'écho de mes pas résonnait. J'ai traversé le salon, la cuisine, je suis monté dans les chambres. Dans la chambre de Priscilla, elle avait écrit au marqueur sur le mur « Je t'hais ». J'ai souri. Moi aussi je t'aime, de loin, petite sœur, ai-je chuchoté. Je suis redescendu et j'ai tendu les nouvelles clés à grand-père. Non, ma fille, a-t-il dit en refusant. Là elles sont à toi. Moi, je retourne au ranch demain. Cette maison, c'est la tienne. Vends-la, loue-la, brûle-la si tu veux, mais c'est ton patrimoine. Tu ne dépendras plus jamais de personne. Ce soir-là, pour le Nouvel An, il n'y a pas eu de dîner chic. Grand-père et moi, on a acheté un poulet rôti, des bières et on s'est assis par terre dans le salon vide, sur des couvertures achetées au supermarché. On a trinqué avec des bières T4. À la liberté, Abuelo. À la justice, docteur. Si tu es encore là, s'il te plaît, aide-moi en mettant un like à la vidéo et en commentant le numéro 1 en dessous. Comme ça, je saurai que tu as liké et que tu es avec moi sur ce chemin. Ton soutien me motive énormément. Commente le numéro 1 et écoute-moi pendant que je continue mon histoire.
Les mois suivants ont été d'un calme merveilleux. J'ai mis la maison en location. Un jeune couple d'architectes y a emménagé. Avec le loyer de la maison et mon salaire d'interne, mes finances ont enfin respiré. J'ai pu m'acheter de nouveaux vêtements, bien manger et commencer à économiser pour mon rêve, mon propre cabinet. Mais je mentirais si je disais que je n'étais pas curieuse du destin de mes bourreaux. La chute de Priscilla n'a pas été immédiate, ça a été une agonie lente et publique, transmise en direct pour tous ceux qui voulaient regarder. Au début, elle a essayé de maintenir la façade. Elle postait des photos dans le petit appartement de la Colonia Doctor, mais elle prenait seulement des plans très serrés devant un mur blanc pour qu'on ne voit pas que l'endroit était vieux et petit. Elle postait des throwbacks, des souvenirs de ses voyages et de la Bronco, en faisant croire qu'elle avait toujours cette vie. La plage me manque #TakeMeBack. Mais la réalité est difficile à cacher quand tu es bête et superficielle. Un jour, Priscilla a fait un live pour vendre des sacs. Elle était désespérée pour avoir de l'argent. Coucou les filles, je vends ce sac Michael Kors super original, presque neuf, disait-elle, en tenant une sacoche qui était clairement abîmée aux anses. En fond, on a entendu un cri. C'était ma mère. Priscilla, arrête d'être sur le téléphone et viens m'aider à déboucher les toilettes. Ça recommence à se boucher. Le live s'est coupé d'un coup. Mais Internet n'oublie pas. Quelqu'un l'a enregistré et l'a posté sur Twitter. Ça a viralité dans son petit cercle de haters. Les commentaires étaient violents. Ah, elle n'était pas censée être riche. Ah, l'influenceuse des toilettes bouchées. Et la Bronco, reine? Tu l'as échangée contre un déboucheur? Priscilla a dû fermer ses comptes publics. Sa carrière d'influenceuse est morte ce jour-là, noyée dans la réalité d'un WC bouché. Quelques semaines plus tard, j'ai dû aller au centre commercial pour acheter un cadeau pour l'anniversaire des Adriane. Je suis entré dans une boutique de fast fashion, de celle où il y a toujours plein de gens et des vêtements partout. Je cherchais une chemise quand j'ai entendu une voix familière. Mademoiselle, je vous dis que ce chemisier est taché. Je veux une réduction. Madame, je ne peux pas vous faire de réduction. Il est comme ça d'origine. Je me suis penché entre les portants. C'était Priscilla. Mais elle n'était pas cliente. Elle portait un uniforme avec un gilet noir et le logo du magasin. Elle était en train de plier des vêtements. Elle avait l'air fatiguée. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval mal faite, sans maquillage, et ses ongles, avant longs et parfaits, étaient courts et sans vernis. Une cliente lui criait dessus à cause d'un vêtement taché. Eh bien, appelez le manager. Vous êtes une incapable, lui a crié la dame. Priscilla a baissé la tête. Oui, madame. Je vais l'appeler. Nos regards se sont croisés une seconde à travers le magasin. J'y ai vu de la honte, de l'humiliation, et la conscience que moi, la sœur, moche et travailleuse, j'étais en train d'acheter, et elle, la belle et la réussie, servait les autres. Je ne me suis pas approché. Je ne me suis pas moqué. Je suis juste sorti du magasin. La voir comme ça, c'était suffisant. Je n'avais pas besoin de lui frotter ça au visage. La vie s'en occupait déjà. Elle voulait de l'image et du public. Eh bien, maintenant elle travaillait face au public, en pliant les vêtements qu'elle méprisait avant parce qu'ils étaient bon marché. De mes parents, je n'ai pas su grand-chose, mais assez. Mon père, Ramiro, cet homme qui se croyait trop bien pour travailler parce que son père était riche, a dû ravaler sa fierté. À 55 ans, sans expérience de travail récente et sans vraies compétences, le marché du travail l'a mâché et recraché. Il a fini comme garde de sécurité dans un immeuble de bureaux à Santa Fe. L'ironie était délicieuse. Lui, qui méprisait toujours les gens de service, devait maintenant ouvrir la porte à de jeunes cadres et leur dire « Bonjour, licencié », en notant les plaques d'immatriculation dans un carnet. C'est un cousin éloigné qui me l'a raconté. Il m'a dit que mon père avait l'air fini, qu'il avait maigri, perdu ses cheveux, qu'il passait ses tours de nuit à lire le journal et à se plaindre de sa malchance, en accusant grand-père d'être un vieux avare, sans jamais comprendre que c'était lui qui avait creusé sa propre tombe. Ma mère, Georgina, l'a encore plus mal vécu. Elle ne pouvait pas travailler. Mes mains ne sont pas faites pour ça, disait-elle. Elle a essayé de vendre des gâteaux, mais ils étaient durs. Elle a essayé de vendre des produits Avon, mais elle s'est disputée avec les clientes parce qu'elle leur disait qu'elles étaient grosses. Elle a fini dépendante du salaire minimum de mon père et du peu que Priscilla gagnait au magasin.
Il vivait dans un 2 pièces dans la Colonia Doctor, avec des murs humides et des voisins bruyants. Pour une femme qui se vantait de ses noms de famille et de sa classe, c'était la mort lente. Un jour, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu. Allô? Mirella, c'était la voix de mon père. Elle était rauque, vieille. Qu'est-ce que tu veux, papa? Ma fille, je voulais juste savoir comment tu vas. Ça fait 6 mois qu'on n'a plus de nouvelles. Ta mère pleure beaucoup. Dis-lui de bien s'hydrater. Pleurer déshydrate. Mirella, ne sois pas cruelle. On galère beaucoup. On a à peine de quoi payer le loyer. Hier, on nous a coupé le gaz et bon, on s'est dit que peut-être toi, comme tu es docteur, que tu t'en sors si bien, que tu as la maison en location, tu pourrais nous prêter quelque chose. Un prêt, ma fille. Je te signe une reconnaissance de dette, c'est juste pour nous remettre à flot. J'ai soupiré. J'ai senti une petite piqûre de pitié, ce vieux réflexe de vouloir les sauver. Mais j'ai regardé ma main. J'ai regardé la petite cicatrice que j'ai sur le doigt, là où je m'étais coupé en cuisinant ce fameux Noël pendant que rigolait au salon. Papa, ai-je dit calmement. Tu as un travail, tu as ta santé, tu as ta femme et ta fille préférée. Tu as tout ce que tu as choisi. Mais on est ta famille. La famille ne se vole pas entre elles, papa. La famille n'humilie pas. La famille ne te prend pas ton moyen de transport pour le donner à quelqu'un d'autre pour qu'il parte faire la fête. Vous m'avez appris qu'il y a des niveaux dans la vie et qu'il y a des gens qui méritent et d'autres qui ne méritent pas. Eh bien, j'ai appris la leçon. Vous avez ce que vous méritez. Tu es une chienne, a-t-il crié en perdant son masque de victime. Pareil que ton grand-père. J'espère que tu vas pourrir avec ton argent. J'ai raccroché et j'ai bloqué le numéro. Ça ne m'a pas fait mal. Je me suis senti légère, comme si j'avais enfin enlevé une chaussure trop serrée que je portais depuis 20 ans. 1 an plus tard. Le soleil brille sur la ville de Mexico. Je suis debout devant un local commercial fraîchement peint en blanc. L'enseigne au-dessus dit « Cabinet médical Dr Mireia Salgado Urgence et médecine générale ». À mes côtés, Adrian me tient la main et la serre doucement. « L'île est incroyable, ce cabinet, mon amour », me dit-il. « Oui », je réponds. L'île a l'air réelle. Grand-père est venu pour couper le ruban. Il est arrivé dans son vieux pick-up du ranch, en conduisant lui-même malgré ses presque 80 ans. Il portait son chapeau. Il est descendu avec un sourire qui illuminait son visage plein de rides. Le Mireia, ma fille, ça, c'est mieux que n'importe quel palais. Il est entré dans le cabinet, a tout inspecté. La table d'examen, le bureau, le matériel médical. Tout ça vient de ton travail, a-t-il dit. Et du loyer de la maison. Tu es une bonne gestionnaire. Tu as le sang d'un commerçant, même si tu es docteur. J'ai ton sang, abuelo. Cet après-midi-là, pendant qu'on mangeait des tacos de panier sur le trottoir, il m'a donné une enveloppe. C'est quoi, ai-je demandé. Ouvre. Je l'ai ouverte. C'étaient les titres de propriété du ranch à Jalisco. Abuelo, c'est. Ne meurs pas avant moi, hein, a-t-il plaisanté. Mais j'ai déjà tout arrangé. Quand je partirai, le ranch sera à toi. Tes parents et ta sœur sont officiellement déshérités. Ils ne toucheront pas un centime. Je veux que le ranch continue à produire. Je veux que tu embauches des gens, que tu offres du travail. Mais je suis médecin, abuelo. Je ne connais rien aux agaves. Tu apprendras ou tu engageras quelqu'un qui sait, et tu le superviseras. L'important, c'est que toi, tu as les valeurs, Mirella. Tu as l'éthique. L'argent, dans les mains d'un idiot, devient de l'eau. L'argent, dans les mains d'une personne travailleuse, devient une graine. J'ai pleuré dans ses bras, là, sur le trottoir, avec les gens qui passaient en nous regardant. Je m'en fichais. J'avais mon grand-père. J'avais Adrian, qui m'aimait pour ce que je suis et pas pour ce que j'ai. J'avais mon cabinet et j'avais ma Ford Bronco, garée devant, prête à m'emmener où je voulais. L'histoire pourrait se terminer là, avec une fin heureuse de conte de fées. Mais la vraie vie a toujours un dernier sursaut. Il y a une semaine, j'ai reçu une lettre. Pas un message, une lettre en papier, écrite à la main. L'écriture était celle de ma mère. Ils l'ont envoyée à mon cabinet.
Je l'ai ouverte avec une curiosité morbide. Chère Mirella, je sais que tu nous détestes et peut-être que tu as raison, mais ton père est très malade. Il a du diabète et on ne peut pas payer l'insuline. Priscilla est partie. Elle s'est enfuie avec un type rencontré sur Internet, un soi-disant entrepreneur qui s'est révélé être un escroc, et maintenant on ne sait pas où elle est. Je suis seule, ma fille. Je suis vieille et fatiguée. S'il te plaît, je ne te demande pas de l'argent pour moi, je te demande pour ton père. Je sais que tu as un cœur noble. Je sais que tu es docteur. Tu vas laisser ton père mourir par rancœur? Ta mère, Georgina. J'ai lu la lettre 3 fois. J'ai senti la culpabilité essayer de remonter par ma gorge. C'est ton père, murmurait une voix dans ma tête. Il est diabétique. Priscilla les a abandonnés. J'ai regardé autour de moi. J'étais dans mon cabinet. J'avais des patients qui attendaient dehors, des gens qui payaient leurs consultations avec effort, des gens qui me remerciaient pour les avoir soignés. J'ai pris une ordonnance. J'ai écrit. Madame Georgina, l'IMSS fournit de l'insuline gratuite à ses affiliés. Mon père a une assurance par son travail de garde. Sinon, il y a l'hôpital général et les centres de santé de la sécurité sociale. Là-bas, il y a d'excellents médecins, aussi bons que moi, qui le soigneront gratuitement. 6 juin, l'adresse du centre de santé le plus proche de votre domicile dans la colonia Doctor. Ne m'écrivez plus. Docteur Mireia. J'ai mis l'ordonnance dans une enveloppe et je l'ai envoyée par courrier. Je n'ai pas envoyé d'argent. Je ne suis pas allé le voir. Cruel, peut-être. Mais il y a une différence entre être médecin et être martyr. Je soigne les maladies du corps, pas celles de l'âme. La maladie de mes parents, c'est l'égoïsme et l'orgueil, et pour ça, il n'y a pas de médicament que je puisse prescrire. Je suis sorti du cabinet, je suis monté dans mon camion et j'ai conduit vers le coucher du soleil. Le trafic de la ville était chaotique, comme toujours, mais j'étais tranquille. J'ai mis de la musique, baissé la vitre et laissé le vent frapper mon visage. Je suis Mirella. Je suis la petite fille de Don Tiburcio, et voici ma vie, une vie que j'ai gagnée kilomètre après kilomètre, garde après garde, larme après larme. Et personne ne me fera plus jamais descendre du siège du conducteur. Merci d'avoir écouté mon histoire. Parfois, la famille, ce n'est pas le sang, c'est la loyauté. Et parfois, le meilleur cadeau qu'on peut te faire, ce n'est pas une voiture, c'est la possibilité de voir la vérité et la force de t'éloigner de ceux qui te font du mal. Prenez bien soin de vous, et souvenez-vous, si quelqu'un vous dit que vous ne méritez pas de briller parce que vous n'avez pas l'image, montrez-lui vos mains pleines de travail. C'est elles qui ont de la valeur.